Donc, bienvenue à ce webinaire d'introduction de la formation en communication, donc qui vous est proposé par le Réseau national agriculture et ruralité, donc RNAR, en collaboration avec les réseaux régionaux. Donc, pour le présenter un peu, le RNAR, c'est une obligation européenne. Il est prévu dans le PSN, donc le plan stratégique national de la PAC, et il couvre donc aussi bien le FEAGA que le FEADER, donc les deux piliers de la PAC. Il est copiloté par le ministère de l'Agriculture, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Région de France et les autorités de gestion régionale au sein des conseils régionaux. Et les objectifs principaux de ce réseau, donc, le premier, c'est favoriser la mise en œuvre du PSN et l'atteinte de ses objectifs, de renforcer le lien entre les politiques agricoles et les politiques rurales et de stimuler l'innovation dans ces deux domaines. Il doit aussi valoriser, vulgariser les politiques publiques et les fonds européens auprès de tous. Et donc, pour atteindre l'ensemble de ces objectifs, le réseau organise diverses actions qui peuvent se classer parmi donc, trois grands axes. On a un premier axe qui est un axe de capitalisation. Nous finançons donc des études et des thèses. Le réseau suit actuellement 4 doctorants. On a un axe information et communication. Donc, on a un site internet qui se veut être un outil, une ressource pour toutes les personnes intéressées par les fonds européens PAC. Nous organisons aussi des webinaires tous les 2 mois et nous avons une newsletter à laquelle je vous invite à vous inscrire. Je vais vous envoyer le lien d'inscription dans le chat qui, elle aussi, est envoyée tous les 2 mois. Le dernier axe d'action, c'est l'animation et la mise en lien d'acteurs. Donc le réseau, ça représente un continuum en fait de l'Europe au terrain. On est en lien avec l'Europe, la Commission européenne notamment, par l'intermédiaire de l'EUCAP Network, qui est le réseau PAC européen, et on est en lien avec les régions par l'intermédiaire des réseaux régionaux, et donc les animateurs, leaders et PEI de chaque région. Et donc, c'est dans ce dernier axe que s'inscrit cette formation qui vous est proposée aujourd'hui et qui sera animée par Bertrand Lecoq de l'agence Appaloosa, à qui je laisse à présent la parole. Merci beaucoup Léane pour cette introduction. Écoutez, moi je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire cet après-midi qu'on a intitulé Communiquer efficacement sur son projet Leader et PEI. On est parti pour 1 heure et demie à peu près. Je vais vous présenter, d'abord je vais me présenter, pardon. Je suis donc le gérant d'une agence de communication qui s'appelle Appaloosa. On est en Bretagne, mais on a une envergure nationale parce qu'on est spécialisé dans la communication vers l'agriculteur. Et me concernant, donc je suis le directeur de clientèle de cette agence. Et pour information, j'ai au début de ma carrière passé 10 ans au service des chambres d'agriculture. Voilà, la présentation étant faite, voici le déroulé que je vous propose cet après-midi. Nous allons d'abord aborder les raisons essentielles, enfin, les intérêts fondamentaux de la communication dans le cadre de vos projets. Ensuite, nous continuerons sur des notions clés. J'aborderai notamment les fondamentaux d'une stratégie de communication. Je vous expliquerai ma vision d'un plan de communication. Et puis, on abordera aussi la notion de stratégie éditoriale. Ça, c'est un peu la théorie finalement de notre webinaire. Et ensuite, on passera sur une phase un peu plus pratique avec un focus sur les outils qui existent aujourd'hui, qui sont à votre disposition pour communiquer. Toujours dans une phase concrète, j'aborderai 2 projets pour essayer de rendre tangible un petit peu tout ce que j'aurais abordé un petit peu avant. Donc j'aborderai 2 petits exemples glanés sur le site du réseau. Et puis enfin, on s'accordera une période d'échange par le chat, pendant laquelle vous pourrez poser vos questions. Donc je vous invite à garder vos questions pour la fin, si ça ne vous dérange pas, parce que je pense que les 2 parties se complètent. Et une fois que vous aurez la globalité de la présentation, vous serez à même de poser toutes les questions que vous souhaitez. Enfin, je vous précise que ce webinaire est la première partie
finalement de notre programme de sensibilisation ou de formation à la communication, puisque nous vous proposons des formations en présentiel, dans lesquelles je pourrais aborder ces sujets-là de manière plus approfondie. Je vous en reparlerai à la fin. Alors on y va. Donc, pourquoi communiquer dans le cadre des projets que vous menez sur le terrain? Petite, proposition, pour animer ce webinaire, nous allons, tenter, c'est Léane qui va manœuvrer, et vous proposer, un sondage via une petite application qui s'appelle Slido. Donc je vais vous en proposer 4, 5, 6 au long de la formation, histoire que ce soit un peu plus dynamique. Donc la première question que je vous pose, à laquelle je vous invite à répondre via la petite appli: quelle est selon vous l'importance de la communication dans la réussite de vos projets de vos projets locaux, GAL ou PEI? Alors je vous laisse 1 minute pour répondre, maximum. Non, 30 secondes, c'est beaucoup trop, 1 minute. Donc, très importante, importante, peu importante, ça ne sert à rien. Et je laisse Léa nous dire quand elle a, on va dire, un maximum de réponses. Alors, en fait, je vois les réponses, Léane, pour répondre à notre interrogation en préambule. Et vous devez les voir également normalement si vous avez cliqué sur votre choix et ensuite envoyé en bas de fenêtre. Donc, sans surprise, c'est la réponse importante qui gagne pour 2 tiers d'entre vous. Et si je cumule importante et très importante, on arrive quasiment à un score nord-coréen. Donc, voilà, il y a juste 2% de personnes qui considèrent que c'est très important. Que c'est peu important, pardon, j'inverse le propos. Donc, bon, je ne suis pas très étonné parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous considérez que la communication peut avoir un intérêt dans le cadre de l'animation de votre projet. Moi, je vois 3 rôles essentiels de cette communication dans le cadre de vos projets, 3 fonctions importantes. D'abord, une fonction de notoriété, finalement, hein. Il faut faire connaître le projet et ses impacts. La communication doit permettre également d'engager finalement une communauté derrière votre projet. Donc c'est le deuxième levier que je vois. J'ai utilisé 4 verbes volontairement: mobiliser, convaincre, engager, fédérer. La communication doit vous servir à faire tout ça. Et enfin, ce n'est pas le moindre rôle de la communication, c'est justifier, prouver ce que vous avez fait, puisque vous avez bien sûr des financements qui sont liés à votre projet. Donc, le fait de, je ne sais pas, de mettre en place un site web ou de publier sur les réseaux sociaux ou d'imprimer un dépliant, tout ça, ce sont autant de preuves que vous pouvez mettre en avant et qui concrétisent votre projet pour justifier auprès des financeurs et des partenaires. Donc voilà, cette première partie étant faite, nous allons aborder les notions clés et certains fondamentaux donc, de la communication dans le cadre de vos projets. Premier élément, on va dire fondamental, c'est le schéma de la communication. Alors, j'enfonce un peu une porte ouverte en vous montrant ça. Ceci dit, c'est vraiment la base qu'il faut bien avoir en tête. Je ne connais pas non plus votre appétence par rapport à la communication, ni si vous avez abordé déjà la com dans vos différentes formations ou métiers. Donc c'est pour ça que je me permets de revenir à la base. Dans toute communication, il y a un émetteur et un récepteur. Il y a un message qu'on essaie de faire passer par un canal. Et si on a bien travaillé, on a un feedback, c'est-à-dire un retour positif ou négatif. En tout cas, ce feedback de la part du récepteur vers l'émetteur nous permet d'appréhender, de savoir si notre message a bien été reçu et compris.
Donc ça, c'est la base qu'il faut poser avant tout travail sur la communication. Ensuite, il est indispensable qu'un message soit adapté à sa cible. Alors, ça sous-entend d'utiliser le bon langage, le bon code vis-à-vis de votre cible. Et si je prends 3 exemples, vous allez comprendre de quoi je parle. Un agriculteur, par exemple, c'est un professionnel, un technicien. Donc c'est quelqu'un qui attend un certain niveau de technicité dans le message que vous allez lui passer. En tout cas, si vous souhaitez l'influencer dans ses pratiques, c'est-à-dire dans ses décisions techniques ou opérationnelles. Donc il attend un certain niveau de contenu. Le grand public, lui, n'a sûrement pas besoin de ce niveau de technicité. En revanche, il veut comprendre. Donc, il va falloir expliquer, vulgariser avec les mots simples, hein, pour que votre langage soit adapté et compréhensible à cette cible. Enfin, le financeur ou les partenaires, eux, ils attendent une démonstration sur ce que vous déroulez. Donc, on n'a pas non plus besoin sans doute de rentrer dans des détails techniques, mais on doit être très précis sur les objectifs et les actions réalisées. Donc, en résumé, à chaque message, à chaque cible, pardon, son message et son langage. Alors, maintenant que vous êtes chaud et que vous avez bien compris le système de sondage, je vais vous poser une nouvelle question. Alors, Léane nous lance la question. Merci Léane. Donc, selon vous, quelle est la cible prioritaire destinataire, de la communication de votre projet? Alors, je vous en ai mis 3. Je vous oblige, entre guillemets, à choisir l'une des 3. Les porteurs de projets, agriculteurs ou non, le grand public habitant le territoire, ou les élus. Donc, quelle est pour vous la cible prioritaire? Mince. Oh, j'ai pas- Parfait, merci beaucoup d'avoir joué à mon jeu. Euh, alors, donc, vous êtes un tiers à décréter que ce sont les porteurs de projets. euh, Oui, alors je vais répondre je vois les questions sur le chat, pardon. Quand je dis moi projet, c'est programme. Effectivement, c'est la même chose dans mon esprit. C'est sans doute que je ne suis pas encore bien habitué à votre vocabulaire. Euh, donc, pour cette réponse, enfin, pour cette question, il n'y a pas de bonne réponse en fait. Vous allez comprendre pourquoi, parce que forcément, toutes les cibles ont une importance et c'est selon votre projet, selon la nature de votre projet, selon vos objectifs, c'est vous qui déterminez votre cible prioritaire, bien sûr. À l'analyse des différents programmes ou projets que j'ai pu voir sur le site internet du réseau, j'ai identifié pour ma part 6 cibles. Alors peut-être que ce n'est pas exhaustif et peut-être que vous voyez d'autres cibles importantes concernant votre projet. N'hésitez pas évidemment à les ajouter. Je vois d'une part les porteurs de projets, qu'ils soient donc agriculteurs ou pas, les habitants du territoire ou le grand public, donc les élus, et également les collectivités, les partenaires et les financeurs. Voilà, autant de cibles que auxquelles vous pouvez envoyer des messages dans le cadre de votre travail. Alors, autre notion clé dont vous avez certainement entendu parler, c'est le plan de communication. Alors,
évidemment, vous n'êtes pas des professionnels de la communication et dans le cadre de votre travail, vous n'allez pas être amené à, on va dire, faire un plan de communication complexe, mais néanmoins, vous pouvez appréhender cette notion de manière assez simple, je crois, pour vous faire votre petit cadre de travail à partir de cette notion de plan de communication. Alors, de quoi il s'agit? C'est tout simplement un document qui rassemble et qui organise toutes les actions de communication que vous pouvez développer dans le cadre de votre travail. Alors, ça peut être de manière générale pour promouvoir une marque, pour promouvoir un événement, pour promouvoir un projet, pour promouvoir une entreprise. C'est tout simplement un document donc de cadrage de la communication, euh, de, donc quelle que soit la nature. Et ça permet de rassembler des notions fondamentales, c'est-à-dire les objectifs, les cibles, les messages, les canaux et aussi les ressources, puisque bien sûr il faut différentes ressources pour communiquer. Ça demande du temps, de l'argent, donc il faut mettre en face les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ce plan. Un détail qui peut avoir son importance, le plan de communication, vous pouvez l'appréhender de manière globale, donc ça peut être tout simplement sous forme de tableau qui reprendra les différentes notions dont j'ai parlé, avec des éléments essentiels, et vous pouvez vous servir du calendrier tout simplement pour poser les différentes actions de com sur l'année ou par trimestre, peu importe. Le tout, c'est d'avoir une logique que vous respectez. Ensuite, vous pouvez, si vous souhaitez aller plus loin dans le plan de communication, vous pouvez tout à fait rentrer dans le détail des actions avec un zoom sur chaque action en particulier. Donc là, vous allez rentrer, par exemple, imaginons que vous organisiez un événement type portes ouvertes, type manifestation. Vous pouvez vous faire une fiche action dans laquelle vous allez expliquer alors pourquoi vous faites ça, quel est l'objectif, quelles sont les cibles que vous visez, quels sont les messages que vous souhaitez passer à l'occasion de cet événement. Quel est le budget que vous vous accordez ou le temps, parce que les ressources, c'est aussi du temps, euh, autres ressources auxquelles vous pensez, et quels seront les différents canaux que vous pourrez utiliser dans le cadre de cette action de communication. J'ai cité l'événement, mais ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, un dépliant, par exemple, un dépliant de présentation de l'action. Donc voilà, le plan de communication, vous pouvez avoir une approche globale et ensuite une approche détaillée par action. Alors, troisième petite question qui va me permettre d'aborder le plan de communication sous un autre angle. Léane va pouvoir nous proposer le sondage. Alors, la question que je vous pose, qu'est-ce qu'un communiqué de presse? Est-ce que vous savez ce qu'est un communiqué de presse? Je vous propose trois options, il n'y en a qu'une seule de bonne. C'est une publicité, apparaître dans les médias. C'est une proposition, une suggestion d'information à diffuser soumise aux journalistes. Et vous avez le droit de ne pas savoir. Troisième option. Bon, bah, vous avez quasiment tous la bonne réponse. Donc effectivement, c'est une proposition à diffuser donc dans les journaux ou les médias en ligne, tout simplement parce que les journalistes sont libres de faire l'écho de votre information dans leur colonne ou pas.
Donc vous voyez cette nouvelle slide, ça me permet d'aborder le plan multicanal par le prisme des relations presse. On va commencer par là. Donc les relations presse, c'est effectivement un outil gratuit que vous pouvez utiliser au quotidien, et j'imagine que vous l'avez déjà fait. C'est le fait d'envoyer aux journalistes une information sur votre programme, sur votre projet. Euh, donc ça peut être, je reprends l'exemple de l'événement, exemple, vous proposez des portes ouvertes ou une démonstration. Donc vous souhaitez avoir le maximum de grand public à cette occasion-là ou de public professionnel. Donc vous sollicitez le journaliste local, par exemple, pour qu'il relaye votre information. Donc en matière de relations presse, vous avez plusieurs options à votre disposition. Vous pouvez faire ce que je viens de citer, c'est-à-dire, pardon, envoyer un communiqué de presse. Donc là, l'idée, c'est de tout simplement donner l'essentiel de votre information et que le journaliste s'empare de l'info et la relaie dans son média. Vous pouvez également inviter les journalistes, c'est ce qu'on appelle tout simplement une invitation de presse, c'est-à-dire que vous organisez quelque chose et vous souhaitez qu'il soit présent pour qu'il puisse en parler dans son média. Vous pouvez également faire un dossier de presse. Donc pour les programmes ou les projets un peu plus conséquents, ça peut être intéressant d'avoir un dossier de presse qui va en quelque sorte aborder votre sujet sous plusieurs angles. Hein. Ça va être quelque part assez exhaustif et ça permet de faciliter le travail du journaliste qui va s'emparer des différentes informations pour faire son article. Et enfin, je crois que j'ai oublié le dernier point, vous pouvez faire une conférence de presse. Bon, là, il faut que vous ayez quand même, vous soyez sûr d'avoir des journalistes à venir à la conférence. Donc, il faut quand même un sujet particulièrement intéressant, impactant pour le journaliste. Ce qu'il faut retenir dans la posture de journaliste, c'est deux choses. La première chose, c'est que le mot magique pour lui, c'est nouveau. Donc, il faut que vous lui apportiez de la nouveauté pour être sûr euh, qu'il puisse faire le relais de votre information. Et ensuite, le journaliste, lui, se met toujours dans la peau de son lecteur. Donc, imaginez, lui, le devoir du journaliste, c'est d'informer son lecteur. Donc, imaginez le lecteur auquel, pardon, il s'adresse et essayez de vous poser la question, comment je dois formaliser, exprimer mon information pour que ce soit le plus intéressant pour le lecteur, donc pour le journaliste. Une petite parenthèse, je continue sur les relations presse. Il y a une presse foisonnante en France et heureusement on peut s'en réjouir. Elle est nationale, elle est aussi régionale. Donc concernant vos projets, ben, n'hésitez pas à solliciter les médias les plus pertinents hein, selon les objectifs que vous poursuivez. Bon, la plupart du temps, vous allez certainement solliciter la presse locale, régionale, mais peut-être que la presse nationale serait intéressée par ce que vous mettez en avant. Il ne faut pas avoir peur de taper à la porte des médias. Jamais. Et ce que je voulais vous dire aussi, en parlant d'agriculture, sachez, enfin vous le savez peut-être déjà, qu'il y a une presse agricole riche. Elle est également nationale, généraliste. Je vais citer l'exemple le plus connu, c'est La France agricole, qui est un hebdomadaire papier et en ligne qui aborde plusieurs sujets agricoles toutes les semaines. Et puis vous avez aussi une presse plus régionale, donc ce qu'on appelle dans le langage agricole la PAD, la presse agricole départementale. Alors il existe quasiment dans tous les départements en France un canard agricole. Donc, je vais citer l'exemple de la Bretagne, par exemple. On a le paysan breton. En Normandie, vous avez l'agriculteur normand, etc. Donc, si votre cible, quelque part, c'est l'agriculteur, n'hésitez pas à taper à la porte de ces médias qui, en général, relayent sans souci vos informations si elles sont pertinentes.
Alors, donc je suis entré par le prisme des relations presse dans cette slide que vous découvrez, pardon. Je vais développer rapidement plusieurs euh, canaux qui sont écrits ici sur cette infographie. Concernant les réseaux sociaux, je vais y revenir juste après dans la partie des outils, donc je ne m'appesantis pas dessus là tout de suite, mais j'y reviens. Alors, site web, est-ce que c'est important d'avoir un site web dans le cadre de votre programme ou dans votre projet? J'ai envie de vous dire oui, mais vous n'êtes pas obligé de faire une usine à gaz, un site web profond avec plein de rubriques. Même une page sur le site d'un partenaire peut permettre d'avoir une visibilité sur le web. C'est important, c'est ce qu'on va appeler le camp de base en fait, hein. C'est là qu'on va trouver les éléments fondamentaux sur votre projet, votre programme. Donc, vous allez développer les objectifs, les actions que vous souhaitez mener, enfin tout ce qui est important à dire sur votre projet. Donc, soit vous avez votre propre site web et aujourd'hui il existe des moyens pour faire des sites web assez rapidement sans dépenser trop d'argent non plus. Donc, moi je vous invite à le faire. Soit vous hébergez en quelque sorte sur la page, enfin sur le site d'un partenaire. La newsletter, qu'est-ce que c'est? C'est une petite lettre d'information qui permet d'alimenter votre communauté, vos cibles, sur l'avancée du projet. Donc, l'idéal, c'est enfin, en fait, c'est à vous de décider la périodicité de la newsletter, mais l'idéal, c'est d'avoir au moins une newsletter par trimestre pour tenir au courant de l'avancée du projet sous ses différentes facettes. Vous pouvez, si vous avez les moyens et le temps, évidemment, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, faire une newsletter par cible si c'est plus pertinent. Maintenant, déjà, faire une newsletter qui s'adresse à tout le monde et donc qui va du coup utiliser le langage le plus simple possible pour que la communication soit compréhensible par toutes et tous. Euh, voilà, déjà faire ça, c'est très bien. J'ai tendance à vous conseiller de faire de manière électronique, c'est plus simple, même si le papier peut être intéressant. Les événements, bien sûr, je pense que vous en organisez sur le terrain. Donc c'est en matière de communication, c'est du pain béni, hein, parce qu'il y a plein de choses à dire sur ces événements. Donc valoriser ce que vous faites en termes d'organisation via une communication avant, pendant et après. Essayer de rythmer comme ça la com sur les événements avec ces trois temps forts. Côté support physique, alors j'ai appelé ça support physique, c'est-à-dire en gros tout ce que vous allez fabriquer qui peut être plutôt du papier ou du stand. Donc vous avez matière par exemple à produire un document de présentation générale sur le programme avec une forme de dépliant, par exemple, hein, ça peut être plus conséquent si vous avez plus de choses à dire, bien sûr, mais la forme dépliant trois volets, c'est-à-dire un A4 plié en trois, est assez pratique et permet de donner tout de suite une vision de votre travail sur un an ou 2 ans, par exemple. Vous pouvez bien sûr fabriquer ce qu'on appelle du display, c'est-à-dire des roll-up, des roll-up que vous utilisez lors de vos différentes représentations. Peut-être que dans le cadre de votre projet, vous avez à participer à des manifestations où il y a comment dirais-je, personnes qui présentent des choses. Donc dans ces cas-là, il faudra peut-être aller vers un stand parapluie. Vous pouvez également, évidemment, fabriquer ce qu'on appelle des goodies, c'est-à-dire des petits objets dits publicitaires qui permettent de valoriser votre travail de manière sympathique, type euh, t-shirt, casquette, badge, que sais-je. Là, c'est en fonction, évidemment, des cibles, de vos objectifs et bien sûr de vos ressources. Sachez que vous pouvez également faire de la publicité. Alors vous allez me dire, bien sûr, ça dépend du budget, mais je souhaite vous en parler
quand même, c'est important parce que je crois que c'est très accessible pour vous, surtout si vous utilisez les réseaux sociaux. C'est ce que j'appelle le SEA, en anglais SEA, Search Engine Advertising, ce qui veut dire donc du référencement payant. À contrario, on va parler de SEO. Alors désolé, en com, on parle beaucoup de anglais, hein, il y a beaucoup d'acronymes. SEO, c'est le Search Engine Optimization, c'est-à-dire le référencement naturel. Voilà. Donc le SEA, c'est le fait de payer A comme advertising. Donc vous pouvez vous payer, par exemple, des sponsorisations de posts sur Facebook, hein, je cite un exemple, ou l'achat de mots-clés sur Google, par exemple. Enfin, donc dans le cadre du plan multicanal de communication que vous pouvez développer, il y a tout ce qui est audiovisuel. Donc, la production audiovisuelle est très utile et efficace pour parler de ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à vous emparer de ce média-là également. Et ces différents contenus audiovisuels peuvent vous servir à la fois pour votre site web, vos réseaux sociaux, vos newsletters, etc. Voilà une vision d'ensemble des différents, on va dire, canaux que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre plan de communication. Je vais y revenir dans le cadre des présentations des exemples en dernière partie. Mais là, ça vous donne, on va dire, une vision globale. Autre notion importante dont vous avez sans doute entendu parler, on parle parfois de stratégie éditoriale, voire de storytelling, publicité. Moi, je préfère utiliser le terme plus simple de cadre éditorial. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, quand vous communiquez sur votre projet, finalement, vous racontez une histoire. Et pour éviter de partir dans tous les sens, parce qu'une histoire, vous pouvez la raconter de plusieurs manières différentes. Donc, pour éviter de partir dans tous les sens et peut-être de vous épuiser, le cadre éditorial, il est là pour vous aider à organiser la production de contenu. Alors évidemment, ce cadre éditorial doit toujours avoir un lien direct avec ce qu'on a abordé plus tôt, c'est-à-dire vos ressources, évidemment, vos objectifs, vos cibles, vos messages. Donc ce cadre doit être réaliste et adapté à votre projet. Et il sert essentiellement à la communication sur les réseaux sociaux, mais cette structure peut bien sûr vous aider à structurer globalement votre communication avec les différents canaux qu'on vient de citer. Comment on s'organise pour mieux communiquer avec ce cadre éditorial? Alors, d'abord, on se donne un timing, hein, on essaye de raisonner dans le temps, une périodicité, notamment des posts sur les réseaux sociaux. On s'appuie sur des piliers de publication, c'est-à-dire sur des thèmes, des sujets ou des angles si vous préférez. C'est-à-dire que globalement, vous allez parler de votre projet et au sein de votre projet, vous allez définir des thématiques qu'ensuite vous allez pouvoir décliner par sujet. Alors, ce que je vous dis là est un peu théorique tout de suite, mais on va rentrer dans le détail juste après en parlant des cas pratiques. Et enfin, le troisième conseil que je vous recommande dans le cadre de cette organisation éditoriale, c'est ne pas hésiter à évaluer la pertinence ou l'efficacité des différentes communications que vous faites. Alors, c'est pratique notamment avec les réseaux sociaux où vous voyez assez vite si votre communication a été bien reçue ou pas, si elle a suscité beaucoup d'engagement, comme on dit, dans le langage des réseaux sociaux. Bien, alors, on arrive donc à la partie suivante.
avec un focus sur les outils qui existent aujourd'hui pour vous aider à mieux communiquer sur le terrain, sur vos programmes. Alors, donc on va lancer une nouvelle question. Léane va nous lancer ça sur Slido. Donc là, c'est un vrai sondage. C'est tout simplement savoir si aujourd'hui, vous, dans le cadre de vos programmes, vous utilisez les réseaux sociaux. J'ai une petite idée sur la réponse, mais c'est quand même intéressant de savoir. Ah oui, je suis assez surpris finalement. Donc vous êtes 2 tiers, quasiment pile poil, hein, 65%. Voilà, ça évolue encore, mais on est à peu près à ça, voilà. Donc les 2 tiers qui utilisent les réseaux sociaux. Et personne ne m'a répondu, je ne vois pas de quoi vous parlez. Donc ça veut dire que c'est vraiment aujourd'hui devenu incontournable. Alors merci d'avoir répondu à cette petite question. Ça vous donne aussi une idée de ce que vos collègues font. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même 1 tiers de personnes autour de la table là, qui n'utilisent pas les réseaux. Alors sans doute qu'elles ont leur réseau, leur raison, pardon, c'est un lapsus. Alors, les réseaux sociaux, lesquels utiliser? Bon, alors, je vais essayer de vous donner quelques clés, mais sachez que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, puisque, encore une fois, ce que vous allez faire, en fait, il faut faire du sur-mesure dans votre communication. Donc, ce que vous allez faire dans votre plan doit vraiment être adapté à ce qu'on a dit précédemment, en particulier vos cibles. Facebook, depuis le temps qu'on entend cette phrase, Facebook, c'est mort, c'est fini. Bon, ben non, c'est toujours là. Donc ça reste incontournable. Cette plateforme vaut ce qu'elle vaut, mais elle reste très utilisée, notamment en agriculture, hein. Les agriculteurs sont sur Facebook. Euh, c'est un réseau social que je qualifie, moi, d'intergénérationnel. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont peu, mais ils sont quand même là. Donc, ils peuvent passer un peu de temps dessus, même si c'est rare. Et les autres générations sont très présentes dessus. Instagram est directement lié à Facebook, vous le savez sans doute. C'est la même société Meta qui est derrière. Donc, dans le cadre de votre communication sur ces réseaux, vous avez moyen d'optimiser en fait les posts sur les 2 réseaux. Même s'il est conseillé entre nous d'avoir une communication distincte entre Facebook et Instagram, tout simplement parce que vous pouvez avoir la même communauté qui est à la fois sur Facebook et sur Insta, et que vous risquez de la lasser si vous utilisez les mêmes messages, les mêmes codes. Et aussi pour la raison essentielle que Instagram se base sur du beau visuel. Donc, à la différence de Facebook, où c'est moins important. Euh, voilà, donc Instagram, sachez que ça fonctionne aussi bien en agri à ma connaissance, même si ça reste plutôt un réseau social grand public, et c'est aussi intergénérationnel. LinkedIn, c'est incontournable si vous avez une cible professionnelle dans votre programme. C'est aujourd'hui le réseau social le plus utilisé dans le monde professionnel. Des agriculteurs peuvent y être également. C'est souvent les têtes de pont, les têtes de réseau, ou alors c'est parce qu'ils ont des problématiques de main-d'œuvre, puisque LinkedIn sert à recruter également. Enfin, YouTube, donc ça reste un réseau social et c'est très utilisé, notamment par la jeune génération, même pour s'informer. C'est aussi assez puissant, hein. Vous savez que voilà, une vidéo, elle va être beaucoup plus impactante qu'un long texte à lire. Donc, la vidéo a un intérêt pour vous dans la promotion de votre programme.
Bien sûr, je sais que c'est pas facile hein, de faire de la vidéo lorsqu'on n'est pas professionnel et qu'on n'a pas forcément les moyens. Donc, soit effectivement vous avez les moyens, la question ne se pose pas. Dans ces cas-là, vous faites appel à un professionnel et c'est nickel. Soit vous n'avez pas les moyens et vous pouvez tout à fait utiliser votre smartphone. Ce qu'il faut faire, et je vous le conseille, c'est penser absolument au son puisque c'est très désagréable de regarder une vidéo si le son est de mauvaise qualité. Donc sachez que quand vous faites une vidéo, le son importe quasiment autant que l'image. Donc il existe, vous voyez partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ces petits micros que les gens portent comme ça là. Donc c'est assez pratique et ça vous permet d'avoir une bonne qualité globale de réalisation. Alors, dans les réseaux sociaux que je vous recommande, vous voyez que vous ne trouvez pas Snapchat, vous ne trouvez pas TikTok, voilà, vous ne trouvez pas X, etc. C'est arbitraire, c'est-à-dire que moi je vous propose ce choix-là parce que ça me paraît, on va dire, l'essentiel. Maintenant, vous avez le droit, je le répète, de ne pas être d'accord avec moi et d'aller sur d'autres réseaux si vous sentez que c'est plus pertinent dans le cadre de votre travail, évidemment. Je continue sur les outils. Je ne sais pas si vous connaissez Canva. Aujourd'hui, c'est un Canva, donc c'est un outil en fait de mise en page en ligne, hein. C'est accessible à toutes et à tous. Et sachez que Canva s'est associé avec une autre application récemment qui s'appelle Affinity. Affinity se positionne aujourd'hui comme le concurrent majeur de Adobe ou Adobe in English, comment dirais-je, qui concentre les trois outils essentiels aujourd'hui quand on fait de la mise en page, à savoir InDesign, Illustrator, Photoshop. Donc, vous avez avec l'association Canva et Affinity un outil puissant à votre disposition en ligne. Alors, bien sûr, vous aurez une version gratuite et une version payante, mais déjà avec la version gratuite, vous pouvez faire pas mal de choses. Évidemment, il faut avoir une certaine appétence pour ces outils de mise en page. Je comprends très bien que les personnes qui n'aiment pas ça. Mais voilà, si quelqu'un dans l'équipe, dans votre équipe, est attiré par ça, sachez que cet outil est quasiment du niveau professionnel aujourd'hui. Et ça vous permet de mettre en page vos documents, newsletters, affiches, dépliants, brochures, que sais-je. Et ça permet aussi de traiter vos visuels pour les réseaux sociaux notamment. Alors j'avance parce que je vois le temps qui file. Bon, je ne vous apprends rien en vous disant que l'IA est dans notre quotidien à toutes et à tous. Bon, je ne sais pas si vous l'utilisez aujourd'hui, mais bien sûr que c'est très utile pour gagner du temps, notamment rédiger des textes, générer des présentations, créer des images ou des vidéos, voire gérer vos mails. Je ne sais pas, alors, avec un groupe comme on a aujourd'hui, j'imagine que la situation est très hétérogène. Certains doivent déjà bien l'utiliser, d'autres un peu moins. Bon, sachez que en termes de communication, en tout cas, c'est un outil qu'on utilise au quotidien et qui peut vous faire gagner du temps, encore une fois. Bon, juste un petit aperçu sur les différentes, comment dirais-je, IA génératives. Donc aujourd'hui, le chat GPT est très utilisé, mais Copilot étant l'outil de Microsoft, il est en train de faire une entrée en masse sur nos postes informatiques. Gemini, si vous utilisez Gmail, vous le voyez s'afficher maintenant sur votre messagerie. La version française de l'IA générative, bien sûr, c'est le chat Mistral que vous connaissez peut-être, et je cite également Claude. J'ai vu votre remarque, évidemment. Euh, voilà. Bon, ça suscite plein de questions et de débats, les IA, évidemment. Moi, aujourd'hui, je vous les présente juste pour vous dire, voilà, c'est un outil qui existe pour vous faire gagner du temps. Évidemment, il y a un impact écologique sur vos requêtes IA. Hein, vous avez beaucoup plus d'impact lorsque vous faites une requête via une IA que via Google. Pensez-y avant de le faire, s'il vous plaît.
Et par rapport à la souveraineté, évidemment, on peut se poser la question des solutions américaines versus les versions françaises. Moi, je vous soumets juste dans le panorama des outils. Maintenant, à vous de faire les bons choix. Alors, entre Canva et Affinity, la différence, c'est que Affinity, vous avez vraiment un outil professionnel de mise en page, et Canva, c'était la version vraiment grand public. Donc aujourd'hui, les deux sont associés. Je ne suis pas un spécialiste de cet outil-là. Je sais juste qu'avec la combinaison des deux, vous avez une solution grand public très pro. Alors, j'enfonce encore une porte ouverte. Évidemment, vous avez un outil dans votre poche qui est très utile, votre smartphone. N'hésitez pas à l'utiliser pour faire des photos. Alors, si possible, faites attention à votre cadrage, à votre lumière, à la résolution, parce que si vous utilisez derrière ces images, notamment pour de l'impression papier, mais pas que, hein, même sur Internet, si l'image est pas terrible, l'impact sera négatif. Donc faites attention à mettre en avant des images de qualité. Il en va de l'image aussi de votre programme. Et bien sûr, vous pouvez tourner des vidéos, on en a déjà parlé juste avant, avec, si possible, un son correct. Donc un micro externe associé. Un petit focus également, j'ai parlé de newsletter tout à l'heure, vous savez, donc selon le nombre de personnes que vous souhaitez adresser, moi je vous suggère d'utiliser une plateforme de diffusion. Alors, je vous en cite plusieurs, il en existe d'autres, hein, je vous en cite quelques-unes, Brevo, Mailjet, Mailchimp, HubSpot, GetResponse. Bon, tout ça, vous trouverez des versions gratuites et des versions payantes, hein, c'est ce qu'on appelle des freemium. Donc en gros, au départ, vous commencez avec une version gratuite et après vous allez vers du payant. À vous de voir ce que vous pouvez prendre. Mais en tout cas, moi je vous recommande d'utiliser ces plateformes-là tout simplement pour ne pas être considéré comme spammer. C'est-à-dire que si vous utilisez votre propre adresse mail pour envoyer une newsletter à, je ne sais pas, 100 personnes par exemple, c'est déjà un envoi en masse et le serveur de réception des différentes personnes que vous ciblez peuvent potentiellement vous blacklister. Le fait de passer par cette plateforme-là, ça vous donne quelque part patte blanche, hein, vous avez l'autorisation d'utiliser le nom de domaine pour diffuser ces informations. Et en plus, ça vous permet d'avoir une newsletter un peu plus élaborée, hein, qu'un simple PDF mis en pièce jointe dans un mail, par exemple. Ça vous permet d'avoir une forme un peu plus attractive et en plus, vous aurez des statistiques. C'est-à-dire que vous saurez, en gros, globalement, quel sera le taux d'ouverture globalement de votre newsletter. Alors, sachez que 25% à peu près d'ouverture, c'est un bon taux. Hein, je parle bien d'ouverture. Vous pouvez aussi utiliser ces plateformes pour de la campagne SMS. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez aujourd'hui dans votre quotidien pour communiquer sur le programme. Euh, Ça peut être fait, utiliser les campagnes SMS avec parcimonie parce que c'est assez intrusif et ça peut être mal perçu, mais parfois ça peut être utile de le faire. Alors voilà, il est 14h50, nous allons aborder donc les différentes études de cas que je vous propose. Alors j'ai une forte averse qui vient de se déclencher en Bretagne, là vous savez qu'on est soumis à quelques pluies, j'espère que ça ne nuit pas à la qualité de mon audio. J'ai pris deux exemples un peu au hasard, mais je les ai, on va dire, choisis sur le site du réseau national. Le premier se situe donc dans le Grand Est. Il s'agit du GeoPEI Domino. Peut-être certaines personnes
connaissent ce projet. La majorité, j'imagine que non. Donc on va rentrer dans le détail de ce projet tout simplement pour illustrer tout ce que j'ai pu vous dire auparavant. En gros, le pitch du GOPEI Domino, c'est quoi? C'est accentuer l'engagement de la filière de production des orges et du malt français dans la décarbonation, tout en préservant le rendement agronomique des céréales et donc le revenu des agriculteurs. C'est l'enjeu du PEI Domino, piloté par l'IFBM. Alors, de quoi s'agit-il? C'est l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie, donc dans la région Grand Est. Voilà, vous avez en gros le descriptif, le portrait robot. Ah oui, une précision, ce programme bénéficie d'un budget d'environ 1 million d'euros. Alors, on reprend nos clics. Je vais vous poser une question piège qui est, alors dans le cadre de notre communication sur ce projet-là, qui est l'émetteur par rapport, vous savez, au petit schéma que je vous ai montré au départ, émetteur-récepteur. Qui est l'émetteur de ce projet? Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Je vois qu'il y a des gens qui hésitent, c'est bien, c'était le but. Voilà, c'est en train de se stabiliser. Décidément, on est quasiment habitué pour toutes les questions. Ça bouge encore, c'est pour ça que j'attends. Voilà, on est quasiment arrivé aux 2 tiers. Donc vous devez voir la réponse en live, je pense, comme moi. En tout cas, si vous avez fait envoyer. Alors, je rends hommage aux 6% qui ont décidé d'aller boire une bière avec modération. Si vous me rejoignez lors des formations en présentiel, ce sera avec plaisir. Mais ce n'était pas la bonne réponse, évidemment. La bonne réponse, c'est le GOPEI Domino, puisque effectivement, c'est lui qui va orchestrer cette communication sur le programme. Et bien sûr, l'Institut français, dans ce cadre-là, est le pilote, mais quelque part, on parle bien là de la communication du programme, donc du Géo. Bon, merci beaucoup d'avoir joué le jeu pour cette petite réponse qui me permet de réaliser une entrée en matière pour vous parler donc des différentes cibles que j'ai identifiées dans le cadre de ce projet. La première cible, alors, vous avez le droit, évidemment, de pas être d'accord avec moi si vous connaissez le projet, même si vous ne le connaissez pas. Moi, j'ai fait une analyse, on va dire, vue de l'extérieur, quoi, hein. Je ne suis pas rentré, évidemment, dans le détail, mais j'ai identifié en tout cas 4 cibles principales. D'une part, les agriculteurs testeurs, producteurs d'orge brassicole. Eux, bah, il faut les convaincre de rejoindre la cause, hein, puisque là, il faut qu'on trouve finalement des gens prêts à se lancer pour tester ces nouveaux modes de travail qui visent à décarboner. Évidemment, tout de suite après, viennent les autres agriculteurs, parce que le but du jeu, c'est quand même que si cet essai est concluant, on diffuse largement ces techniques auprès des autres agriculteurs, producteurs d'orge, brassicoles en l'occurrence. Donc là, notre enjeu vis-à-vis de cette cible-là, ça va être de les informer sur les essais et les résultats pour essayer de reproduire le modèle. Évidemment, comme dans tout projet, vous avez une cible, pardon, partie prenante. Donc, vous pouvez mettre dedans les partenaires, les financiers. Là, on rejoint ma slide du départ sur la justification par rapport aux différentes actions qui sont mises en place. Il faut les informer sur les différentes avancées. Il faut donner des preuves et convaincre, bien sûr.
Enfin, le grand public, hein, qu'il faut informer, sensibiliser sur la démarche de progrès, donc la décarbonation, parce que ça peut toujours être intéressant et valorisant pour la filière de montrer qu'elle se bouge et qu'elle essaye de trouver des solutions. Et pourquoi pas les entreprises de l'industrie agroalimentaire, bien sûr, j'ai vu la petite remarque passer, évidemment qu'on pourrait les rajouter. Ça resterait pour moi une cible secondaire, mais pourquoi pas. Alors là, je vous remets sous le nez le petit schéma global par rapport à cette communication. Dans le cadre d'un projet comme Domino, moi j'imagine bien qu'il fasse appel à tous ces canaux-là. Clairement, il y a pertinence à utiliser absolument tous ces canaux dans le cadre de ce projet. Je ne vois aucune limite, si ce n'est celle du temps, de la ressource, des moyens, quoi, en clair. Mais on sait que c'est un budget assez conséquent. Donc, pour moi, les porteurs de projets peuvent tout à fait aller sur ces différents canaux. Alors, pour concrétiser un petit peu ce que je vous ai proposé tout à l'heure, c'est-à-dire travailler sur un cadre éditorial ou une stratégie éditoriale, pardon, vous savez, le fameux storytelling. J'ai essayé de vous faire un petit tableau pour vous donner une vue d'ensemble de ce que je ferai, en tout cas, concernant Domino. Les fameux piliers sont là. Donc là, j'ai décidé, en fait, c'est comme si vous rubriquiez finalement un journal ou un magazine, vous fixez vos rubriques. Alors j'en ai mis 4 pour faire simple. Vous pouvez bien sûr en avoir moins ou plus. Et ensuite, pour essayer là aussi d'avoir un repère dans le temps et à l'échelle annuelle, j'ai essayé de mettre des temps forts par trimestre. Donc, premier pilier, la décarbonation de la filière. J'ai scindé donc en 4 temps. On va parler des motivations. Pourquoi on va vers cette décarbonation? On va parler de l'angle économique, c'est-à-dire que c'est bien décarboné, mais il faut que les agriculteurs puissent maintenir leurs revenus. Donc comment on fait? J'ai lu aussi qu'il y avait un enjeu à l'export, donc ça peut être intéressant d'en parler. En quoi cette décarbonation, hein, toujours le pilier il est là, en quoi cette décarbonation pardon, peut avoir un impact sur l'export. Et puis la qualité est aussi un sujet quand on aborde la décarbonation. Deuxième pilier concernant le projet Domino, les essais de recherche appliquée. Ça peut être intéressant de donner du concret sur ces essais. Alors d'abord, il y a la partie lancement, qu'est-ce qu'on lance, qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite, on peut tout à fait présenter les agriculteurs impliqués, comment ils vivent la chose et comment ça se passe. Un essai peut donner lieu à un événement au champ, hein. En général, c'est ce qu'on fait. On vient faire une démonstration sur ce qu'on a fait, en tout cas quand l'essai, pardon, est assez avancé. Et puis, on peut aussi tout à fait, en fin d'année, faire un focus sur un essai en vraiment donnant les résultats, tous les tenants et les aboutissants sur cet essai-là. Troisième pilier ou thématique que j'ai identifié, ce sont les partenaires. Bon, bah là, c'est très simple. Vous présentez vos partenaires en fait successivement. Ça peut être sous forme de fiches mémo en disant le métier du partenaire, ce qu'il fait, pourquoi il est impliqué dans ce projet-là, etc. Vous pouvez également faire une interview, tout simplement. Une interview écrite avec la photo de la personne. C'est très intéressant et ça permet de rendre le propos un peu plus humain. Comme au niveau des agriculteurs, hein, où on peut très bien faire des interviews des agris. Enfin, le projet en lui-même, c'est un sujet. Donc, on va présenter le projet en lui-même dans sa présentation, dans sa globalité, pardon. Et ensuite, on va donner des infos, voilà, sur les différentes avancées au fil des trimestres. Voilà, ça c'est un exemple de cadre éditorial. Vous voyez, j'espère que vous en êtes convaincu que ce n'est pas très compliqué à faire. C'est juste une logique en fait de contenu. Comment je fais pour parler de mon programme? Voilà, je rubrique et ensuite en dessous de mes rubriques, je mets des sujets et ensuite je planifie tout simplement.
et je vois comment je vais traiter ce sujet. Est-ce que ça va être une vidéo? Est-ce que ça va être un article? Est-ce que ça va être une infographie? Voilà, vous voyez? Alors, deuxième cas d'école. Là, j'ai volontairement choisi un projet ou un programme, comme vous l'appelez, un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a plus de parties prenantes autour de ce projet-là. Et en même temps, paradoxalement, on est sur un budget qui n'a rien à voir avec le premier. C'est-à-dire, autant avant, on était sur un budget de filière qui veut vraiment prendre un virage technique, agronomique, etc. On est sur un budget conséquent. Là, c'est une petite opération locale, mais qui peut avoir un impact important. Alors peut-être que vous connaissez ce projet-là. C'est l'alimentation durable, enfin c'est le développement de l'alimentation durable pour les lycéens, et c'est mené par deux GAL. Donc le GAL du pays des châteaux et le GAL du pays vendômois. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est le pitch? Alors, fruit d'une collaboration exemplaire entre deux territoires de Loire-et-Cher, le projet Une alimentation durable dans nos lycées agricoles a été mené entre 2020 et 2023. Étudiants, cuisiniers et producteurs locaux ont porté, grâce à cette expérience, un regard nouveau sur les différents métiers et appris des pratiques nouvelles pour certains. Le but du jeu, je ne sais pas si vous avez bien saisi, c'est en gros de faire en sorte de développer une alimentation à circuit court pour des lycéens du territoire. Alors là, moi, j'ai identifié pas mal de cibles, et peut-être même que j'en ai oublié. Donc l'émetteur, d'abord, c'est complexe parce que c'est une fusion, c'est l'association de deux GAL, donc le GAL du Pays des Châteaux, plus le GAL du pays vendômois. Donc dans l'identification de l'émetteur, il faut que ça apparaisse clairement. Pour toutes les phases de la communication, il faudra qu'à chaque fois qu'on comprenne que c'est issu des deux GAL. Donc à quelle cible va-t-il s'adresser cet émetteur dans le cadre de ce projet? Eh bien, il y a les lycéens. Alors, on a deux types de lycéens, vous l'avez compris, il y a les lycéens hôteliers et les lycéens agricoles. Donc, il faut les sensibiliser tous les deux, enfin, ces deux catégories, à l'alimentation durable. Donc, c'est une cible en particulier. Les enseignants aussi mangent, donc doivent être, et puis ont un impact forcément dans la sensibilisation des lycéens par rapport à ce sujet-là. Donc, c'est aussi une cible. Les parties prenantes, on les retrouve évidemment, hein, ça c'est la même chose dans tous les projets, donc il faut les informer sur les différentes avancées, justifier, convaincre, etc. Là aussi, moi je pense qu'il y a pertinence à aller dans une communication vers le grand public, hein, on les informe et on les sensibilise sur cette démarche de progrès, avec une alimentation durable en circuit court. Ensuite, on a les producteurs locaux, hein, puisque ce sont eux qui vont apporter la matière première. Donc il faut les convaincre de rejoindre cette dynamique vertueuse et locale. Et puis, bah, il y a ceux qui font la cuisine, qu'il faut aussi bien sûr inclure dans le projet. Donc ce sont les chefs de l'agrocampus. Eux aussi, faut bien sûr les embarquer quelque part dans cette dynamique. Bon, ce schéma, vous commencez à le connaître par cœur, ça fait 3 fois que je vous le montre. Euh, En fait, la réponse est la même que tout à l'heure, en tout cas la suggestion est la même que tout à l'heure. Je pense qu'il y a matière à utiliser quasiment tous les canaux euh, présentés ici dans le cadre de ce projet-là. Bien sûr, avec un budget aussi limité, vous allez me dire, est-ce qu'on peut faire la même chose que pour un projet à 1 million? Sans doute que non. Mais si il y a du temps et de la ressource, on peut tout à fait aller, enfin, des relations presse, c'est sûr, un peu de réseaux sociaux, si possible, ça aide, surtout sur une cible jeune comme ça. Un site web ou une présence en ligne, là pour le coup,
ça me paraît indispensable. La newsletter, bah, c'est du travail, certes, mais ça permettrait d'envoyer des avancées du projet sur les 2 ou 3 ans aux différentes cibles. La communication sur les événements, pourquoi pas, et je crois que ça a été fait d'ailleurs. Des supports physiques, bon, là on rentre peut-être dans des choses un peu plus accessoires, même si faire un petit dépliant sur le projet, finalement, c'est pas si chronophage que ça, et c'est très utile. La sponsorisation, là, je la mettrais peut-être un peu de côté dans le cadre de ce plan-là. Et enfin, l'audiovisuel, là, ça va vraiment dépendre des animateurs sur le terrain s'ils ont une appétence à faire ça et du temps. Même combat. Alors, le cadre éditorial, pour le cadre le cadre éditorial, je vais y arriver, pour ce projet-là, une alimentation durable pour les lycéens. Donc là, moi, j'ai identifié, même chose, 4 piliers. J'aurais pu en identifier plus, mais c'est pour simplifier mon propos. D'une part, le premier pilier, pardon, c'est faire travailler ensemble des acteurs complémentaires. Ça, pour moi, c'est le sujet numéro 1. Le circuit court, concilier qualité et coût, et puis le projet en lui-même. Ça, c'est le même sujet que précédemment. Donc, je vais commencer par celui-là. On commence par présenter la globalité du projet, et au fil de l'eau, on donne évidemment des nouvelles du projet. Concernant le premier pilier, faire travailler ensemble des acteurs complémentaires. Donc, on peut tout à fait aborder le sujet sous l'angle de la connaissance. On apprend à se connaître, finalement. Ensuite, ils ont fait des visites pardon, inter-organismes, donc on en parle. Et je crois qu'il y a eu un repas commun des acteurs, donc là c'est pareil, on en parle, c'est un vrai sujet. Le circuit court, ensuite c'est le deuxième pilier. Donc on va mettre en avant les producteurs, on va mettre en avant les fermes d'application, puisque là on parle de lycées agricoles avec des fermes qui sont intégrées dans le lycée. On va parler des événements au champ et pourquoi pas faire un focus sur une serre ou ce qui est mis en avant. Concilier qualité et coût. Donc là, on va aborder, eh ben, il y a plein de choses à dire. On va aborder les contraintes économiques. On va aborder la technique du chef, comment il fait pour faire en sorte d'avoir un repas durable et avec, comment dirais-je, un apport très hyper local. On peut décortiquer un repas. On peut évidemment avoir encore un témoignage de chef puisqu'ils sont plusieurs. Voilà, en grosso modo, le cadre que j'aurais proposé pour ce projet-là. Figurez-vous que j'ai fini. Donc, je ne vous pose plus de questions, il n'y a plus de sondage. Ah si, pardon, il y en a encore un à la fin. Il y en a encore un à la fin qu'on va vous poser avec Léane tout à l'heure. Mais là, tout de suite, est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, je vais essayer de retrouver le chat. J'ai perdu le chat. Ah oui, ça y est, excusez-moi. Hop. Alors, Christelle nous demande utilisation des canaux, si budget et ressources étant limités, quel canal à privilégier? Bah là, je vais vous faire une réponse de Normand. C'est vraiment en fonction de vos cibles prioritaires, en fait. Vous allez d'abord réfléchir à vos cibles et à vos objectifs. Et en fonction de ce que vous souhaitez absolument atteindre comme objectif vis-à-vis de ces cibles-là, c'est ça qui va vous aider à déterminer les canaux, les médias, les outils qui sont les plus évidents pour participer à cet objectif. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de vous donner une réponse ferme là-dessus. Il faut vraiment faire du sur-mesure. Merci à Geoffrey qui nous a envoyé la vidéo du bilan du projet. Très bien, j'irai voir. Je ne sais pas si je l'ai regardé. Merci beaucoup en tout cas. Alors, quelle est la différence entre stratégie éditoriale et plan de communication? En fait, le plan de communication, si vous voulez, dans sa globalité, vous avez vu, il y a plusieurs canaux.
et vous pouvez avoir un dépliant, une vidéo, un événement. Donc en fait, le plan de communication, il vise à répertorier absolument toutes les actions que vous allez mener dans ce cadre-là. Vous voyez, donc c'est un document stratégique qui va compiler tout ce que vous allez faire en matière de communication. La stratégie éditoriale, là, on rentre dans le contenu, si vous voulez, dans la production de contenu. Tout à l'heure, j'ai dit que ce travail de cadrage éditorial, il se prêtait particulièrement bien à la communication sur les réseaux sociaux. Et donc, ça sert à ça, en fait. Ça sert à cadrer la production de contenu, en particulier sur vos réseaux sociaux. Et après, vous pouvez extrapoler sur d'autres outils. Mais la stratégie éditoriale, elle est en fait là pour cadrer votre propos. Ah, les podcasts. Ah bah oui, j'adore les podcasts. C'est vrai que je ne les ai pas cités, vous avez raison. Je corrigerai ça, vous avez raison. C'est un média qui est pour moi intéressant parce qu'il est, moi je qualifie le podcast c'est un média doux, quoi. C'est-à-dire qu'on peut le prendre quand on veut, on l'écoute quand on veut, dans sa voiture ou ailleurs, en voyage, peu importe. Simplement, ça nécessite, vous allez me dire comme les vidéos, ça nécessite un minimum de maîtrise technique pour arriver à faire quelque chose de propre, quoi. Mais vous pouvez tout à fait les utiliser si vous jugez. Vous êtes là encore les meilleurs juges par rapport à vos objectifs. Si vous jugez que vos cibles prioritaires seraient particulièrement sensibles aux médias podcast, n'hésitez pas forcément. Et là, vous pouvez bien sûr utiliser la méthode du cadrage éditorial que je vous ai exposé, parce que sinon, là aussi, vous risquez de vous essouffler. Alors, je lis la question de Myriam. Il s'avère qu'il n'est pas loin de moi, je vois, Pays de Guingamp. Il s'avère que la programmation leader est engagée depuis 3 ans, oui. De notre côté, notre GAL arrive en fin de programmation. Notre besoin de communication porte sur la valorisation des projets déjà sélectionnés. Alors, certes, mais dans votre carrière, vous aurez peut-être d'autres projets à mener. Et je pense que c'était pertinent pour moi d'aborder la communication du projet dans sa globalité. Ceci dit, pour répondre à votre question, effectivement, la valorisation des projets déjà sélectionnés, eh bien là, en fait, il faut faire un diagnostic peut-être de la communication existante, déjà ce que vous avez fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, quelles sont les lacunes, et peut-être remédier à ça dans le temps imparti qui vous reste, certes court, mais il vous reste quand même un an, et essayer d'aller à l'essentiel sur la valorisation de ce que vous avez pu déjà mettre en œuvre. Est-ce que par exemple, vous avez un document synthétique qui résume l'essentiel de ce que vous avez mis en place? Est-ce que c'est pertinent de le faire? Si oui, à quelle cible vous allez l'envoyer? Quel sera l'objectif que vous vous assignez derrière? Je pense qu'il vous reste un an pour faire bien les choses, mais posez-vous d'abord. C'est le conseil que je vous donnerai. Posez-vous d'abord, faites un petit diagnostic, peut-être avec plusieurs personnes autour de la table. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait de bien en termes de communication? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et qu'est-ce qu'on a encore le temps et les moyens de faire d'ici la fin du programme? Est-ce que j'ai répondu à la question, Myriam? Ok, parfait. Alors, Théonie me donne une transition toute faite pour la promotion sur la formation présentielle. C'est vrai que j'ai tout dit, je ne dirai plus rien à la formation. Non, en clair, on va rentrer dans les détails. En fait, les gens qui viendront à la formation, je vais vous faire travailler sur du concret. En fait, on va essayer de prendre des cas d'école et puis de travailler sur un cadrage éditorial, par exemple, une stratégie, des choses comme ça. Et on va rentrer dans les détails, par exemple, du plan de communication. Bref, là, aujourd'hui, en 1 heure et des brouettes,
c'est un survol et la formation en présentiel permettra d'approfondir tous les sujets qui seront tous les sujets que j'ai abordés aujourd'hui. Vous n'avez plus de questions, je crois. Alors, je vais repartager mon support. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions, puisque je crois que j'ai été plus rapide que prévu. Allez, un dernier petit sondage. Léane, si vous voulez bien lancer à nouveau la petite application Slido qui, ma foi, fonctionne très bien. N'hésitez pas à me répondre non, je saurai accepter la critique. Ok. Alors, bon, très bien. J'ai à peu près 90% de gens qui me disent oui, ça vous a plu, donc merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et j'espère surtout, si vous ne souhaitez pas ou si vous ne pouvez pas venir en formation en présentiel, que cette petite introduction ou cette petite sensibilisation à la com vous sera utile.